Je pense que la phrase que j'entends le plus souvent, c'est « je ne sais pas par où commencer ». Le grand avantage du digital, c'est aussi son pire inconvénient. Il permet de quasiment tout faire, mais du coup, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Et c'est un vrai problème parce que soit on s'éparpille, ou alors on reste bloqué à rien faire, et ça, c'est pas possible. C'est vraiment trop dommage de passer à côté de tout ce que le digital peut nous apporter. Alors j'ai créé un mini-programme, 5 jours. Je vous donne 5 jours pour remettre à plat votre stratégie digitale. Rien de compliqué, je vous envoie un mail par jour avec à chaque fois un élément essentiel à mettre au clair dans votre stratégie. Et je vous promets qu'au bout d'une semaine, vous y verrez beaucoup plus clair. C'est gratuit, il n'y a pas d'enjeu, c'est juste entre nous, mais ça pourrait changer la trajectoire de votre marque. Pour recevoir mes emails, il vous suffit d'aller sur le podcast dumarketing.com/5 jours. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 233. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Je vais vous faire une confidence, il y a un événement auquel j'ai secrètement envie de participer. Ça fait partie de mes objectifs depuis que j'ai lancé le podcast, mais honnêtement, j'ai rien fait pour que ça se concrétise, probablement parce que ça me paraît inatteignable, un petit peu trop grand pour moi, et j'aime pas ce genre de pensée. Je suis de celles qui pensent que presque rien n'est impossible et que je suis capable de faire presque tout. En général, ça demande juste de comprendre les clés, de travailler et de se mettre dans l'action. Cet événement qui me fait tant envie, c'est les TEDx. Vous savez, ce sont ces prises de parole. Il y a une personne seule sur une scène noire qui parle d'un sujet un peu particulier. En général, c'est super intéressant, super bien écrit, captivant. Bref, ça me fascine, mais j'y connais pas grand-chose. Comment être sélectionné, de quoi parler, comment se préparer, aucune idée. Alors comme toujours, je suis allée à la recherche d'une personne qui accepte de nous partager ses secrets. Et cette personne s'y connaît particulièrement bien puisqu'elle a été l'organisatrice d'une conférence TEDx. Je vous propose d'accueillir tout de suite Pauline Vétier. Bonjour Pauline, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle. Je suis super heureuse de t'avoir aujourd'hui. On se connaît sans se connaître, on se croise sur LinkedIn depuis je sais pas combien de temps. On se suit, trop contente de t'avoir aujourd'hui au micro du podcast du marketing. On va parler d'un sujet, je vais être complètement honnête, c'est purement personnel, ça m'intéresse vachement comme thème. Je ne savais pas comment on fait, donc je me suis dit, attends, Pauline, elle connaît tout en détail, elle va tout me dire. On va parler des TEDx, ces fameuses conférences super intéressantes qu'on voit passer sur YouTube. Moi, je voulais savoir comment est-ce qu'on fait pour participer à un TEDx, soit aller voir un TEDx, mais surtout passer sur la scène d'un TEDx, parce que je vais te le dire, Pauline, je sais pas si je le ferai un jour, en tout cas de faire la démarche de candidater, mais c'est un truc qui est dans un coin de ma tête depuis longtemps, en me disant ça serait quand même trop cool si un jour je pouvais être sur cette scène, fond noir comme ça, seule en scène et parler d'un truc, je sais pas de quoi. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Pauline, avant qu'on démarre, est-ce que tu peux nous dire, Pauline, pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas, qui tu es et ce que tu fais et le rapport avec TEDx? Avec plaisir. Merci Estelle de me recevoir déjà et c'est vraiment un plaisir d'être à ton micro. On a un sujet qui va potentiellement intéresser les dirigeants, les leaders d'opinion qui nous écoutent aujourd'hui. Donc moi, j'ai un passif de responsable marketing. J'ai organisé de nombreux événements, des meet-ups, des webinaires, des conférences, des tables rondes dans le secteur de l'énergie durable. Et en 2013, j'ai obtenu une licence de TED pour pouvoir organiser une conférence TEDx donc, qui s'appelait conférence TEDx Isère River, c'était le petit nom qu'on avait, sur Grenoble. Et avec une équipe de 14 personnes, on a monté une structure associative qui a porté le TEDx pendant l'année où on l'a organisé. Et voilà, aujourd'hui je suis en freelance, je suis attachée de presse principalement en freelance, même si j'utilise tout mon background marketing pour mes missions également. Et donc le sujet en fait des conférences TEDx, il est très intéressant du point de vue de l'attaché de presse, puisque c'est vraiment le format pour être leader d'opinion, pour montrer qu'on est leader d'opinion sur nos sujets.
Voilà. Eh ben oui, parce qu'effectivement, on voit de temps en temps passer, notamment sur LinkedIn, on en parlait en off juste avant, on voit des gens qui disent conférence TEDx, etc. On le met souvent en baseline un peu de son profil LinkedIn. Ça en jette un peu, on va pas se mentir. Quand on se dit, bon, je suis un speaker TEDx, d'un coup, on se dit, waouh, la personne, c'est pas n'importe qui, la personne est experte de son sujet, elle a été sélectionnée. Est-ce que toi, tu as des retours, comme tu as coaché, que tu as organisé des TEDx, des conférences, est-ce que tu as des retours de personnes qui sont passées, qui ont fait une conférence TEDx? Est-ce que ça apporte des choses d'un point de vue vraiment business finalement? Est-ce que c'est une bonne idée d'aller se casser les pieds à passer sur TEDx? Mais oui, il y a plein de bénéfices quand on est un professionnel à faire une conférence TEDx. La première, c'est tout simplement de développer des capacités de synthèse. Et ça, on va comprendre aujourd'hui, hein, on va passer ça en détail, pourquoi est-ce que la conférence TEDx est un format très court. C'est aussi, comme tu l'as très bien dit, une marque de légitimité, donc ça va donner beaucoup de confiance en soi. Il y a aussi des personnes qui m'ont mentionné que le fait de passer sur une scène TEDx, ça leur avait donné le courage de présenter, de parler d'éléments un petit peu plus intimes, puisque une conférence TEDx, on parle beaucoup de storytelling et donc on va devoir faire passer en revue finalement son parcours professionnel, personnel, pour pouvoir partager les learnings de tout ça à l'audience. Et puis il y a des personnes qui ont fait des TEDx qui ensuite, dès la fin du TEDx, se sont vues booker des conférences sur le sujet de leur talk. Donc quand tu es un chef d'entreprise, par exemple un dirigeant, que tu as ça comme parmi tes objectifs pour ajouter une ligne de revenu à ton activité, ça peut être intéressant de faire un TEDx pour pouvoir te positionner et partager cela sous le format des conférences. Mais attention, on va en reparler. Tout le monde ne connaît pas le format TEDx, la marque TED et TEDx. Donc si tu veux utiliser ça pour ensuite améliorer par exemple ton employabilité, le soufflet peut retomber si la personne en face ne connaît pas ce que c'est qu'un TEDx. Exactement, parce que c'est exactement ce que j'allais te dire. Moi, je connais TEDx et je me rends compte que je connais TEDx sans connaître. C'est-à-dire, comme je pense beaucoup de gens, j'ai déjà vu passer sur YouTube ou ailleurs d'ailleurs, mais enfin souvent c'est la vidéo YouTube qu'on retrouve, quelqu'un que je connais de près ou de loin, que je suis peut-être sur LinkedIn par exemple, qui a fait un TEDx et qui dit tiens voilà ma vidéo TEDx. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux me dire en fait, qu'est-ce que c'est que ce concept TEDx? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que c'est un TEDx? Ben oui, en fait, TEDx, dans TEDx, il y a le TED, T-E-D. Et TED, c'est une série de conférences qui est organisée au niveau mondial par une fondation et qui a pour but de mettre en avant des idées qui méritent d'être diffusées. C'est la baseline de TED, c'est Ideas Worth Spreading en anglais. Les premières conférences TED se sont tenues en Californie en 1984. Et depuis, elles ont lieu dans différentes villes du monde, mais surtout à Vancouver. Et ce qui va nous intéresser, c'est l'acronyme TED. Parce que derrière TED, il y a le T, c'est Technology. Le E, c'est Entertainment, c'est-à-dire le divertissement. Le D, c'est Design. Donc en fait, technologie, divertissement, design. Comme l'événement a été créé en Californie il y a 40 ans, en fait, les orateurs des premières conférences TED, ils venaient de ces milieux-là, de ces expertises professionnelles-là. Forcément, tu fais dans la Silicon Valley, tout ce qui est design, Apple et compagnie, c'est un petit peu ce milieu-là finalement. Les speakers étaient issus de ces communautés. Et progressivement, l'ADN des conférences TED s'est ouvert dans les années 90. Aujourd'hui, on a des conférences qui sont sur un bien plus large éventail de sujets, comme les sciences, les arts, la politique, les problématiques mondiales, l'architecture, la musique. Et les intervenants eux-mêmes exercent dans plein de métiers et de disciplines différentes. Voilà. Souvent, les gens connaissent le nom TED où ils ont pu voir des conférences un petit peu virales de speakers TED, parce qu'il y a eu notamment Bill Clinton qui a fait un TED, il y a eu le chanteur le chanteur Bono du groupe U2, il y a eu l'inventeur du World Wide Web, tu sais, Tim Berners-Lee, qui en a fait différents prix Nobel aussi qui en ont fait. Donc finalement, c'est un milieu quand même, c'est très réputé, c'est très reconnu. Et c'est un concept à la base des conférences TED qui est quand même assez élitiste, puisque les places, pour se payer une place à un TED, c'est entre 6 et 7 000 dollars USD. Attends, pardon, pour assister à une conférence, c'est entre oui. 6 et 7 000 dollars? Waouh! Ouais. Mais pour toutes les conférences?
C'est ça. Alors, les vrais TED, hein, on va dire les conférences donc États-Unis ou Canada, c'est 6 à 7 000 dollars pour assister et c'est le premier niveau. Parce qu'après, tu peux avoir des niveaux où tu donnes plusieurs dizaines de milliers de dollars et là, tu vas avoir plutôt un statut un peu supérieur en tant que sponsor de l'événement ou ce genre de choses. Alors, pardon, t'as dit un truc intéressant parce que moi, c'est une question que je me posais. T'as dit les vrais TED. Il y a des TED et des TEDx, c'est ça? Et oui, alors TEDx, le petit X, il signifie Independently Organized TED Event, un événement TED organisé de manière indépendante. Donc c'est un autre format de conférence. En fait, ces événements TEDx, donc organisés de manière indépendante, ils ont lieu partout dans le monde pour toucher des communautés locales. Et ce format-là, il existe depuis 2009, puisque justement on était dans un, voilà, dans un ADN d'événements qui voulait propager des idées intéressantes pour tout le monde, mais avec un accès qui était très coûteux, n'est-ce pas, élitiste, hein, 6 à 7 000 dollars pour le premier prix des places. Et du coup, ils se sont dit, voilà, organisons une version locale, une version plutôt associative. Donc là, il faut avoir une licence qu'on demande à l'organisation TED pour pouvoir organiser un événement TEDx, par exemple en France, en Normandie, comme c'est le cas pour toi. Mhm. Et ce sont des événements qui sont portés par des équipes de bénévoles, des passionnés d'innovation, d'éducation, de développement personnel et de partage d'idées plus largement. Waouh, génial. Pardon, c'est une question un petit peu personnelle, mais toi qui as organisé ce genre d'événement, qu'est-ce qui pousse, parce que j'imagine que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, d'engagement, etc., et de temps, hein, bien sûr. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un, comme toi par exemple, à devenir bénévole et créer un événement TEDx? Alors, tu vois, je vais te présenter les deux grandes typologies d'événements. Il y en a plein, mais celles Mhm. qui reviennent principalement, ce sont soit des événements qui sont portés par des étudiants, par exemple TEDx École Polytechnique, TEDx Arts et Métiers Bordeaux, TEDx Mines Nancy, ou soit des événements qui sont portés par des équipes de bénévoles mixtes, on va dire. Donc là, tu vas avoir voilà, des consultants, des étudiants, des chercheurs d'emploi, des retraités, des équipes vraiment mixtes. C'est le cas par exemple chez TEDx Biarritz, TEDx Nantes, TEDx Isère River, qui était le mien. Mhm. Et ce qui va pousser les gens, c'est vraiment euh, en fait l'ADN même de l'événement, de partager des idées Mhm. intéressantes, de pouvoir se connecter à des speakers, à des intervenants qui sont soit prestigieux, soit intéressants, et finalement un peu d'élargir son carnet d'adresses, tout simplement. Ouais. Moi, j'adore cette. Alors là, c'est du pain béni pour moi, hein, ce que tu me dis, mais j'adore cette mentalité qui est la mentalité d'Internet, hein, de l'open source finalement, qui est de dire, les connaissances, elles sont là pour être partagées et de partager ces connaissances, ça rend pas moins riche en connaissances, donc autant justement, la partager au maximum. Au contraire, tous ensemble, on va plutôt faire grossir la connaissance que l'amoindrir. Donc, j'adore cette idée-là. Il n'empêche que petit shout out à toutes les personnes qui organisent des TEDx. C'est un gros boulot. Donc, merci à toutes ces équipes-là, toutes ces personnes-là de s'investir là-dedans pour ça, pour partager finalement des choses des connaissances qui peuvent être super intéressantes pour tout un chacun. Je trouve ça vraiment cool. Explique-moi un petit peu, Pauline, comment ça se passe? Parce que moi, tu vois, ça me titille un peu ce format TEDx. Bien sûr, on voit. Alors, je te dis ce que j'ai en tête, moi. Quand tu Mhm. me dis TEDx, l'image que j'ai, c'est une scène noire avec une personne au milieu, un truc TEDx, tu sais, marqué en grandes lettres rouges, hein, derrière, à un moment donné, TEDx Nantes ou TEDx je sais pas quoi, et une personne seule en scène, ça doit être assez flippant d'ailleurs, seule, enfin moi j'aime bien ce genre de choses, mais je peux imaginer que c'est un vrai challenge que de monter comme ça, seule sur une grande scène, et qui parle, et c'est un peu un monologue. C'est ça que j'ai en tête. Est-ce que c'est ça le format TEDx? Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus? Mais oui, c'est tout à fait vrai. En fait, ce qui fait la particularité des conférences TEDx, c'est le style même de l'intervention. Donc la première chose, c'est que ce sont des interventions qui sont courtes. Elles vont faire en moyenne entre 8 et 18 minutes. Donc on n'est pas du tout sur le cours académique, tu sais, très long. En fait, c'est Chris Anderson, qui est le curateur de TED, qui affirme que 18 minutes, je le cite, c'est suffisamment long pour être sérieux et suffisamment court pour retenir l'attention des gens. En fait, Hmm. ouais, il nous dit que quand on oblige les orateurs qui ont l'habitude de parler genre 45 minutes à réduire
leur temps d'intervention à 18 minutes, on les amène à réfléchir à la moelle finalement, à ce qu'ils veulent vraiment dire. Et ça a un effet immédiat de clarification. Ça apporte une Pauline, discipline intellectuelle. je te coupe, mais ça me fait plaisir ce que tu dis parce que les épisodes du podcast du marketing, quand j'ai créé le podcast, un peu instinctivement, mais je pense que j'avais entendu des études qui parlaient de ça. Je me suis dit, je vais faire des épisodes de 20 minutes. C'est 20-30 minutes maintenant, surtout quand je suis comme ici avec toi à discuter avec quelqu'un parce qu'on prend plus de temps. Mais quand je suis seule au micro, j'essaye de faire 20 minutes parce que tu sens qu'après 20 minutes, c'est aussi difficile de garder l'attention des personnes. Et c'est vrai ce que tu dis. 20 minutes, en tout cas pour moi, c'est le temps naturel pour parler d'un sujet en profondeur, mais sans partir dans tous les sens, être un peu sharp, quoi. C'est ça. Ben oui, en fait, les recommandations, donc on peut dire même les interventions recommandent qu'elles fassent entre 12 et même 15 minutes. Ça fait des formats qui sont efficaces et tous les contenus, finalement, mot par mot, sont choisis. Ce sont des interventions qui sont bien préparées, qui sont plus proches du stand-up que du monologue académique. Et la particularité d'un TEDx, et là tu vas voir tous les TEDx que tu as visionnés ces dernières années, souvent il y a, alors moi je dis qu'il n'y a pas de slide, même si parfois on en a vu quelques-uns qui avaient des slides, mais la grande majorité n'ont pas de slide. Surtout, il n'y a pas de pupitre, n'est-ce pas? Ça, c'est systématiquement, il n'y a pas de Il n'y a pas pupitre. un retour, pardon, parce que moi je me suis toujours posé cette question-là, parce que tu vois les personnes parler, 15 minutes parler, c'est long, hein, quand même, ils ont pas je sais pas comment on appelle ça, tu sais, face à eux, ils ont pas un écran avec le prompteur qui défile, non, il y a Non, rien. il n'y a pas de prompteur. Ah, Il n'y a pas de j'étais prompteur. persuadée qu'il y avait un prompteur. Ouais, ben en fait, dans les mois qui précèdent le jour J, il y a en fait un gros travail de préparation et d'absorption en fait du talk. Et donc il n'y a pas de notes, en effet, pas de prompteur, pas de notes, mais le travail de préparation va permettre d'avoir un format qui va être complètement absorbé par l'intervenant. Il va ensuite respirer son TEDx. Une des spécificités aussi qu'on peut rajouter, c'est qu'il n'y a pas de FAQ à la fin. Donc, oui, on voit que la foule, souvent, il peut y avoir de l'humour, les gens, ils sont engagés, en fait, avec le speaker. Souvent, la salle éclate de rire, ce genre de choses, mais il n'y a pas, c'est pas finalement Gad Elmaleh en spectacle qui fait intervenir l'audience. Non, non, il n'y a pas d'intervention comme ça ou de FAQ. Les personnes sont là pour raconter une histoire, pour inspirer. Et pour moi, le format TEDx, c'est le summum de la keynote, le summum du storytelling. Ouais, c'est ça. J'aime bien ce que tu dis, c'est pour inspirer. En fait, c'est pour partager des connaissances, peut-être apprendre des choses aux gens, mais plus qu'apprendre des choses aux gens, c'est inspirer, c'est leur donner à penser, leur donner à se poser des questions, c'est ça? Oui, en fait, c'est vraiment pour faire avancer le schmilblick. Ouais, c'est ça. C'est aller creuser creuser un sujet et en fait, pardon, mais on veut pas sur un TEDx avoir des choses qu'on a déjà entendues ailleurs. Ce que j'entends dans creuser le schmilblick, c'est on va parler d'un sujet, mais on va aller creuser, peut-être lui donner un angle un peu différent ou donner une autre vision du sujet, c'est ça? Oui, alors l'idée c'est d'être inspirationnel. Donc comme le format TED et TEDx viennent des États-Unis, on va potentiellement montrer sa vulnérabilité, partager des émotions, montrer sa face humaine finalement, hein. Et partager, tu vas montrer ce thought leadership sur un sujet, c'est apporter de l'eau au moulin, pousser les gens à la réflexion en partageant voilà, ce vécu, cette expérience de vie, ces convictions. Et un bon intervenant TEDx, il doit apporter un point de vue unique, quelque chose de nouveau à l'auditoire, à l'audience, quelque chose de surprenant. Donc c'est vraiment peut-être l'idée de faire changer la perception de la communauté en évitant tous les sujets qui sont déjà rabâchés et qui sont courants. Super intéressant. Mais alors du coup, Pauline, si moi là, il se trouve que c'est pas le cas, mais si moi là j'avais en tête un sujet super intéressant avec un point de vue unique, etc. Je me dis génial. Attends, mais moi j'ai envie de participer, j'ai envie de monter sur la scène du TEDx. Comment est-ce qu'on fait pour se retrouver sur la scène du TEDx? J'imagine qu'on doit candidater. Comment est-ce que ça fonctionne? Oui, alors il y a plusieurs façons de faire parce que si tu sondes sur un même TEDx, en général il y a une dizaine d'intervenants, si tu sondes les 10 personnes, ils n'auront pas
eu tous le même processus pour arriver sur scène le jour J. Donc, ce qu'on peut recommander déjà, c'est que ça commence sur le site de TED, hein, donc TED.com. On peut cliquer sur l'onglet Attend, donc assister, et ensuite le sous-onglet qui s'appelle TEDx Events. Et là, on tombe sur une belle page avec une belle cartographie mondiale de tous les TEDx qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu. Et donc, on peut taper le nom de son pays, de sa ville, et dire si on veut avoir connaissance des TEDx passés ou des TEDx à venir. Et là, du coup, tu peux voir autour de toi les TEDx qui vont avoir lieu autour de ta ville. Ça te permet déjà d'avoir un premier aperçu de ce qui se passe. Donc, soit les passés, qui ont eu lieu dans les précédents mois, ou ceux sur 2024 et 2025. À partir de là, il y a différentes façons de candidater. Déjà, on va parler un petit peu d'inbound marketing. Je sais que c'est ton dada, donc ça va te faire plaisir. L'équipe organisatrice, elle peut venir chercher les intervenants. C'est-à-dire que si vous publiez des articles scientifiques ou si vous êtes un blogueur, si vous avez déjà une marque personnelle bien développée, si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, et ben en fait, vous pouvez déjà vous faire remarquer par l'équipe et que en fait, les organisateurs d'un TEDx viennent vous proposer de parler sur scène, de participer. Ensuite, une deuxième façon de candidater, c'est en répondant à un appel à candidature qui se fait en général 6 à 9 mois avant le jour J, via les réseaux sociaux des organisateurs et via le site web du TEDx en question. Il y a aussi des speakers TEDx qui vont démarcher les organisateurs, c'est-à-dire que à partir par exemple de l'événement TEDx de leur région, donc je dis n'importe quoi, TEDx en Normandie, ils vont voir que monsieur Schmilblick ou madame ceci, cela et l'organisatrice du TEDx, ils vont les contacter, eux et puis leur équipe via LinkedIn et ils vont demander si c'est possible, s'il y a encore des places, s'ils peuvent candidater. Et j'ai même entendu des histoires assez surprenantes de personnes qui avaient pu candidater comme ça en last minute quelques semaines avant un événement, un TEDx, et qui avaient pu monter sur scène. Donc voilà, s'il y a eu des désistements, peut-être que vous pouvez être sur liste d'attente et après, en effet, avoir la possibilité de candidater. C'est quand même assez rare parce qu'il faut il y a un process le process est assez long et on a besoin quand même ce temps, comme on l'a dit, de ce temps pour mettre en place sa conférence et puis bien l'absorber, bien l'incarner le jour J. Voilà. Donc ça, on peut récapituler. Donc on peut avoir l'équipe qui vient nous proposer de postuler, de candidater. On peut ensuite répondre à un appel à candidature. On peut démarcher les organisateurs. Et en fait, voilà, ça se fait principalement sur le site du TEDx, le formulaire en ligne en fait du TEDx que l'on convoite. En sachant que si on a une audience déjà sur les réseaux sociaux, si on a un média type un podcast, une newsletter, tout ça, il faut le partager dans votre candidature parce que ça va compter, ça va vous permettre de gagner des points dans votre candidature auprès de l'équipe qui sélectionne les speakers. Voilà. Bah oui, parce que j'imagine, dis-moi si je me trompe, mais j'imagine que l'équipe TEDx, ce qu'elle veut bien sûr, c'est des conférences intéressantes, nouvelles, qui creusent, etc. Donc avant d'accepter une candidature, ils vont aller un petit peu creuser sur qui on est, ce qu'on a fait, pourquoi est-ce que on pourrait en parler, et si on a déjà un média, raison pour laquelle moi je dis que vraiment d'avoir son propre média, c'est quand même un asset dans une activité, j'allais dire dans une entreprise, mais peu importe quel est le statut, dans une activité, c'est quand même un véritable asset de notoriété, de poser une expertise. C'est ça qu'ils vont faire, ils vont aller regarder un petit peu ce qu'on a fait avant même de nous écouter, j'imagine. C'est un petit peu comme une sorte de recrutement. Ça prouve qu'on a des compétences sur le sujet, c'est ça? C'est complètement ça. En fait, on va présenter un résumé de notre sujet et soit on va être recalé, soit on va être en shortlist, ou soit on va être officiellement sélectionné parmi les speakers. Et auquel cas, après, on va venir rencontrer l'équipe et puis pouvoir avancer dans la mise en place de ce TEDx. Ce qui est important de préciser, c'est que les équipes organisatrices ne prennent pas que des têtes d'affiche. Il n'y a pas que des superstars dans les TEDx, ça c'est important. Nous, dans le TEDx que j'avais organisé, il y avait en effet quelques personnes qui étaient déjà connues et qui le sont devenues encore plus après le TEDx, mais il y avait aussi des étudiants. Il y avait des étudiants qui portaient des projets intéressants et qui étaient des nobody, quoi, qui n'avaient même pas qui n'avaient pas d'audience ni rien, mais leur sujet était juste passionnant.
D'accord, donc c'est un peu un mix des deux. Si on a un média, si on a prouvé des choses, si on a déjà des choses, il faut le dire parce que évidemment, ça met en confiance, ça donne des points en plus. Mais si on n'a rien, qu'on n'a rien fait, mais qu'on a une super idée, on peut y aller quand même. C'est pas un aspect bloquant, c'est l'idée d'abord qui va primer et qui va nous amener sur la scène. Quand tu dis on va proposer une idée, pardon, je rentre dans le détail, mais ça m'intéresse vraiment. Comment est-ce qu'on la présente, cette idée? C'est un résumé, c'est quelques phrases qu'on écrit, c'est une vidéo qu'on envoie? Est-ce qu'on va venir vérifier déjà la façon qu'on a peut-être de s'exprimer, de parler, ou c'est quelque chose qui se travaille après? Comment ça fonctionne? Oui, alors ça va dépendre justement des TEDx. C'est une très bonne question, mais c'est vraiment au cas par cas. Tu as certains TEDx qui peuvent demander une vidéo de présentation. C'est le cas pour TEDx Paris, par exemple, où tu postules avec une vidéo. Tu en as d'autres où c'est plutôt un résumé écrit et d'autres où c'est libre. Donc je pense que c'est aussi intéressant, si on est à l'aise avec le format vidéo, de faire un petit pitch pour voilà, se présenter en personne. C'est vraiment au cas par cas. Ok, et il y a des TEDx où c'est plus... Alors, j'ai bien compris que les TED, c'était vraiment plus difficile, mais dans les TEDx, il y a des TEDx qui sont plus faciles d'accès que d'autres. Bah, le TEDx Paris, il est quasiment, c'est au-delà de l'associatif, c'est quasiment du niveau professionnel, puisqu'il y a une boîte de consulting derrière, qui est portée par le dirigeant de TEDx Paris, qui d'ailleurs est un peu le père de tous les TEDx en France, parce que nous, quand on organisait le nôtre il y a 10 ans, on a eu affaire à Michel Lévy de mémoire, voilà, qui est tout à fait à notre disposition, qui répondait à nos questions, qui est vraiment, c'est lui en fait qui en 2009 a importé le format TEDx en France et l'a lancé à Paris. Super intéressant. Donc effectivement, TEDx Paris, comme c'est l'historique, etc., il est très demandé et j'imagine que c'est plutôt eux qui viennent chercher les intervenants. Et plus le TEDx est jeune, nouveau, entre guillemets petit, plus peut-être, ça peut être une stratégie finalement de passer par des petits TEDx ou comment tu ferais toi? Qu'est-ce que tu conseillerais de faire? Écoute, la plupart des personnes n'ont pas forcément en tête de faire plein de TEDx. C'est un seul et c'est déjà pas mal. Après, nous, on a un de nos speakers, Navi Raju, qui est spécialisé dans l'innovation frugale. Il a fait 3 TEDx et un TED, un vrai TED. Wow. Il a commencé par TEDx Is a River, nous, en 2013. Ensuite, il a fait TEDx Nice, juste dans la foulée. Et ensuite, il a fait son TED. Tout ça a été en anglais. Et récemment, l'année passée, je crois, il a fait TEDx Clermont en français. Donc tu vois, tu peux aussi naviguer au fur et à mesure de ta carrière sur 10-11 ans à faire plusieurs TEDx selon l'avancée de ton cheminement sur ton sujet de prédilection. Super intéressant. C'est pas nécessairement un one shot. Pardon, je sais qu'on va dépasser le temps dont on s'était parlé, mais ça m'intéresse trop. Un TED, la différence, elle est quoi? Elle est vraiment énorme. C'est des têtes d'affiche. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la marche entre le TEDx et le TED? Alors, pour parler à un TED, en effet, le niveau il est bien plus élevé puisque déjà il y a la barrière linguistique. Il faut avoir un niveau d'anglais qui soit très très bon. Même s'il y a parfois, j'ai vu quelques TED se faire en langue de la personne et avec des traductions. Mais d'une manière générale, c'est en anglais. Et là, on est sur des orateurs qui sont quasiment professionnels. De tout ce que j'ai vu, c'était des personnes qui avaient vraiment déjà fait plusieurs conférences en fait, même sans être speaker professionnel, ils avaient d'autres métiers à côté, mais ils avaient déjà des prises de parole fréquentes, etc. Super, super intéressant. Donc c'est un peu le Saint Graal. Si on est super à l'aise, on peut imaginer que ça puisse être une marche pour passer sur un TED. Mais enfin déjà, si on passe sur un TEDx, je pense que c'est pas mal avant d'aller à Vancouver et de le faire en anglais sur le TED. Ok, super intéressant. Comment je fais moi maintenant? Pauline, j'ai envie de faire un TED. Là, ça y est, c'est bon, tu m'as motivée. Comment je fais pour choisir le thème de mon intervention? Qu'est-ce qui va faire que je vais parler de... Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Déjà, selon le TEDx, la porte à laquelle tu vas toquer, il y a en général un fil conducteur pour tous les intervenants sur le TEDx en question. Donc, c'est un thème qui est ouvert, qui est ouvert à l'interprétation, qui est suffisamment abstrait pour laisser une place à un large éventail de sujets et d'interventions. Par exemple, pour TEDx Paris, cette année, c'est «L'aube renaît toujours». Pour TEDx Nantes, c'est «Envie», l'envie de donner envie. Pour TEDx Aix-Marseille, c'est « Et pourquoi pas moi ?»
Pour TEDx Poitiers, c'est perception, et en sachant que l'événement a été organisé sous un chapiteau de cirque. Donc tu vois, il y a une grande thématique qui va être un fil conducteur, et après, dans la programmation qui est choisie par l'équipe organisatrice, ils vont faire un équilibre dans les différents sujets qui vont être abordés par les intervenants, parce que tous ces thèmes-là, ils peuvent être vus sous un prisme de sciences, d'économie, leadership et management, sociologie, philosophie, art, etc. Ouais, donc ça reste quand même un peu sibyllin, tu vois, quand je vois l'aube renaît toujours. Bon, ça laisse place à interprétation et en fait, on peut mettre plein de sujets. Ça veut dire que dans la présentation, peut-être il faut commencer par avoir un sujet qu'on souhaite creuser et dans la présentation de ce sujet, on va le raccrocher au grand thème. C'est ça qu'il faut faire comme démarche? Oui, souvent, en fait, ça se fait assez naturellement. C'est-à-dire que toi, tu vas pas te réinventer, Estelle, tu vas pas te réinventer ta vie. Tu as un message que tu souhaites passer et en fait, on va trouver des angles pour voilà, raccrocher les roues au wagon. Et parfois aussi, les speakers, c'est intéressant de le dire, parfois, j'ai entendu des personnes qui postulaient, qui étaient recalées sur une première fois et puis un même TEDx peut venir les chercher l'année qui suit. Donc, il faut quand même tenter sa chance. Pourquoi pas sur un TEDx ou sur plusieurs TEDx, même si on n'est pas tout à fait mûr, mais qu'on est dans le processus de maturité voilà, de ce sujet pour sa carrière. Euh, un truc qu'on doit vraiment préciser, c'est en termes de choix de sujet, on n'est pas là pour vendre. La grande majorité des orateurs potentiels qui postulent au TEDx, ce sont des entrepreneurs, des consultants, des professions libérales. Et du coup, ça fait beaucoup de gens qui souhaitent avant tout promouvoir leur activité. Ouais. Et qui ne comprennent pas forcément l'art du TEDx. Donc leur candidature est rejetée. Voilà, donc c'est quand même à Non, préciser. c'est important que tu le dises parce qu'effectivement, je pense qu'il y a plein de gens qui se disent attends, passer sur un TEDx, c'est une formidable opportunité. Je vais avoir plein de gens qui vont venir me voir. Plus la vidéo sur YouTube, souvent c'est un petit peu viral. Il y a plein de gens qui vont me regarder, donc je vais être positionné comme l'expert du sujet, blablabla. Ils se disent bon bah c'est l'occasion de promouvoir mon activité, de promouvoir mon entreprise, etc. Ça c'est un no-go. On n'est pas là pour vendre quoi que ce soit. On n'est pas là pour parler de sa boîte. On est là pour parler d'un sujet. C'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, moi, je mets ma casquette d'attaché de presse, mais je vois les TEDx comme une tribune, une magnifique tribune, qui n'est donc pas rédigée à l'écrit, voilà, on montre pas ça aux gens, mais on va la parler, on va l'incarner, cette tribune. Ah, super. Et alors, un bon intervenant, qu'est-ce qu'il lui faut finalement? Oui, alors, déjà, moi, je recommande de regarder quelques talks, quelques dizaines de talks même, notamment en tapant les mots-clés sur son secteur d'activité, pour comprendre ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais discours, parce qu'il y a vraiment une patte TEDx. Quand on en a Hmm. compris et quand on a vu quelques-uns, on peut comprendre comment ça se passe, ce qu'on attend des speakers, et là, on peut postuler en mettant toutes les chances de son côté, pour pouvoir avoir une bonne candidature. Euh, on peut parler, voilà, encore une fois, on peut revenir sur les spécificités du TEDx. Le jour J, on va être seul sur scène et il y aura entre 6 et 10 intervenants au total sur la petite demi-journée sur laquelle se passe l'événement. L'événement va être rythmé, tu vois, il y aura des moments de respiration entre les différents talks, donc des pauses, des cocktails, des entr'actes musicales. Et chaque talk sera assez court, on l'a dit, en moyenne 12-15 minutes. Et moi, ce que j'aimerais bien que l'audience retienne, c'est que c'est comme l'adage, tu sais, l'adage, la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Et bien Hmm. finalement, appliqué à notre TEDx, c'est quoi? C'est un talk qui est court, qui est percutant, plutôt que d'étaler sa science. Eh Euh, ouais. L'idée, c'est quoi? C'est de vraiment rentrer dans le sujet et alors tu disais non pas faire participer les gens, mais les emmener avec nous dans une histoire finalement. C'est ça. C'est vraiment autour du storytelling, hein. Oui, alors, de toute façon, soyez rassurés, une fois que vous êtes sélectionné, vous allez être accompagné par un ou plusieurs membres de l'équipe TEDx pendant plusieurs mois. D'ailleurs, il y aura plusieurs rendez-vous. Les personnes de l'équipe vont vous accompagner sur l'art du storytelling avec un contexte donné. Vous allez travailler sur la problématique et puis le dénouement, donc la solution que vous avez mis en place ou que votre entreprise a mis en place, ce genre de choses. Tout ça, ça va être répété. Il va y avoir également un travail sur la scénographie, puisqu'on va choisir la tenue, enfin on va valider en tout cas la tenue. D'ailleurs, j'aimerais bien préciser que quand on postule pour faire un TEDx, il faut être
coachable. Alors, je connais pas vraiment comment on dirait en français, mais il faut accepter d'avoir des feedbacks et de potentiellement travailler avec des personnes qui vont remettre en question la façon dont nous, on penserait faire notre TEDx. Voilà, ça c'est important. Ouais, en fait, faut pas venir. C'est intéressant ce que tu dis. On nous demande pas, on demande pas aux candidats de venir avec la conférence prête. On demande au candidat de venir avec le sujet, qu'il veut aborder, comment est-ce qu'il veut le présenter. Mais finalement, il faut pas déjà avoir la conférence parce que cette conférence, on va la monter avec les équipes TED pour qu'elle rentre quand même c'est ce que tu disais. Alors, je veux pas dire le moule, c'est un peu péjoratif, mais il y a quand même une patte, une façon de présenter à la TEDx. Donc, il faut être capable de se laisser guider par cette équipe. C'est exactement ça. La plupart du temps, pour les intervenants, le sujet de conférence, c'est le sujet qui est devant leurs yeux au quotidien. C'est leur sujet dans lequel ils baignent naturellement, en fait. Donc, ça se fait assez naturellement. Une petite précision quand même, si vous ne vous sentez pas d'écrire votre propre discours, sachez qu'il y a des ghostwriters qui sont spécialisés dans l'écriture de discours TEDx. Donc, vous pouvez travailler main dans la main avec un ghostwriter pendant tous ces mois. Voilà. Waouh, ça c'est exceptionnel. Exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel parce que j'imagine le métier de ghostwriter TEDx, je trouve ça assez génial. Ça veut dire une chose, pardon, c'est une question que je t'ai pas posée, mais les personnes qui passent sur scène, finalement, elles ont appris leur texte par cœur, ou est-ce que elles connaissent tellement leur fil conducteur que ça vient tout seul, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, ça c'est assez rigolo parce qu'en fait, encore une fois, si tu poses la question aux différents intervenants, ils vont te dire dans les différentes répétitions ils ont dit des textes, ils ont dit voilà, ils ont parlé en disant des choses différentes à chaque fois. Donc, tu en as qui vont faire une semi-impro. D'ailleurs, ça donne potentiellement des sueurs à l'équipe organisatrice. Mais pour la majorité, en fait, ce qu'on fait au niveau cérébral, c'est qu'on va mémoriser une trame. Et en fait, une trame avec une ossature, si tu veux, une colonne vertébrale de ton discours, de ton talk. Et en fait, naturellement, ton cerveau va donner les exemples et les illustrations tout au long de tes 12-15 minutes, au fur et à mesure où dans ta tête, tu vas dérouler ta trame de conférence. Voilà. Donc, tu apprends, tu vois, tes grandes lignes, ton ossature, et tes exemples, en fait, tu les connais parce que c'est ton vécu. Et tu vas pas forcément les rédiger, tu as juste quelques chiffres ou quelques données, mais ça, tu les déroules très naturellement. Ah, super. Intéressant, c'est presque plus facile d'avoir la trame finalement que d'apprendre par cœur parce que quand tu apprends par cœur, le risque c'est d'avoir le trou de mémoire et d'être complètement bloqué au milieu de l'histoire. Si tu as la trame, effectivement, comme tu le dis, c'est des choses que tu as vécues, tu ne peux pas te retrouver finalement totalement coincé. Super intéressant, Pauline. Merci 1000 fois. Alors, j'aurais 1000 questions, je peux continuer encore 3 heures avec toi, je pense, à discuter de TEDx, mais bon, on a un format qui fait que on sera pas là dans 3 heures. Si on veut en savoir plus, Pauline, si on veut te poser des questions, si on veut découvrir encore plus ce monde du TEDx ou peut-être, pourquoi pas, travailler avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver, Pauline ? Eh bien, avec grand plaisir. Alors, avant de te répondre, je vais faire un petit shoot-out, un petit pour toutes les femmes, en fait, les femmes dans la tech, les femmes dirigeantes, les femmes scientifiques. Manifestez-vous, parce que les organisateurs de conférences, que ce soit des TEDx ou d'autres conférences d'ailleurs, ont des quotas à respecter et vous êtes précieuses. Vous allez être très populaire auprès d'organisateurs. Donc, s'il vous plaît, faites-vous connaître pour pouvoir monter sur scène et qu'on entende vos magnifiques discours. Voilà. Cela est. Mesdames, j'en profite, Pauline. Merci de le dire. J'en profite parce que je le vis moi aussi, hein, donc j'imagine TEDx encore plus. Les femmes, de façon générale, se présentent naturellement beaucoup moins que les hommes. Moi, j'ai plein d'hommes qui me proposent de venir intervenir sur le podcast du marketing. Très peu de femmes. Si vous regardez, je fais en sorte qu'il y ait au minimum 50% de femmes dans mes invités. Mais croyez-moi, c'est déjà plus compliqué pour le podcast du marketing qui reste quand même, somme toute, un petit podcast, de trouver des femmes, j'imagine, sur TEDx. Donc, ça veut dire une chose, ça veut dire que nous, les femmes, si on prend notre courage, etc. Enfin, je sais pas si c'est une histoire de courage, mais en tout cas, si on y va, on a peut-être aussi plus de chances d'être sélectionné. Donc, il faut surtout pas hésiter. Allez-y. Et ben, en tout cas, merci encore une fois pour cet échange qui m'a beaucoup plu, beaucoup fait plaisir. Et vous pouvez me retrouver tout simplement sur LinkedIn, Pauline Vétier. Et sinon, j'ai un site web, paulinevétier.com. Merci à toi, Estelle. Merci infiniment. Je mettrai évidemment tous les liens sur les notes de cet épisode, donc n'hésitez pas à contacter Pauline pour en savoir plus et rentrer dans son réseau. Pauline, t'es la bienvenue quand tu veux sur le podcast du marketing. Avec grand plaisir. À très bientôt alors. À très vite.
Un grand, grand merci Pauline de nous avoir partagé bien tous tes secrets, tous tes conseils pour participer, pour comprendre aussi l'envers du décor de ces fameuses conférences TEDx. Alors, je l'ai dit en intro, moi, c'est un petit peu une des grandes envies que j'ai de participer à un TEDx. Je suis pas tout à fait prête pour l'instant parce que j'ai plein d'autres projets en tête, mais ça reste vraiment dans un coin de ma tête et je reviendrai sur tous les conseils que tu nous as proposés le jour où je me sentirai prête, où je me sentirai les épaules et le temps, on va pas se cacher, d'aller proposer ma candidature pour un TEDx. En tout cas, moi j'adore ces conférences. Je vous invite à aller écouter, regarder des TEDx parce que vous apprenez plein de choses sur un sujet en particulier, mais aussi sur le copywriting, sur la prise de parole en public, sur comment faire pour prendre la place sur une scène. C'est extrêmement intéressant. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez en savoir peut-être un petit peu plus sur le podcast du marketing, je vous propose de rejoindre la newsletter du podcast. Toutes les semaines, je vous envoie un email dans lequel je vous parle de l'épisode de la semaine, bien sûr, mais je vous donne aussi mes bons plans, mes conseils et puis je vous parle des backstage de ma vie d'entrepreneur, de podcasteuse. Vous en savez un petit peu plus. C'est tout ce que je ne dis pas sur les réseaux sociaux parce que moi, les réseaux sociaux, je trouve que c'est un petit peu trop public. Ma newsletter à moi, c'est un petit peu les VIP du podcast du marketing. Si vous voulez rejoindre ce groupe de VIP, je vous propose d'aller sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.